Le couteau trancha l'air avec un sifflement sec, effleurant la joue de Thomas qui recula d'un bond, le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur l'asphalte parisien. « Tu n'es plus mon fils. Thomas. Tu n'es qu'une abomination, hurla son père, les veines du cou saillantes. Tandis que la mère, figée dans l'encadrement de la porte flambant neuve de la maison qu'il avait bâtie pour eux, étouffait un sanglot qui ressemblait à un râle d'agonie. Et dans ce silence fracassé, Thomas sentit le monde s'effondrer. Non pas sous le poids des briques qu'il avait posées pierre par pierre, mais sous le regard vide de ceux qu'il avait crus invincibles. C'était une soirée d'automne 2023. À 2 pas de la Seine, dans le quartier de Belleville où les immeubles haussmanniens côtoient les ateliers d'artistes bohèmes. Thomas avait 28 ans. Un diplôme d'architecture de l'école des beaux-arts en poche. Et une dette qui pesait sur ses épaules comme un échafaudage mal assemblé. Il avait passé les 2 dernières années à concevoir et superviser la construction de cette maison familiale, une villa modeste mais élégante, aux lignes épurées inspirées des pavillons du XIXe siècle, avec un jardin intérieur où les roses trémières grimpaient le long d'un mur de pierre blonde. C'était son offrande, son sacrifice sur l'autel de l'acceptation. Pour sa famille, un père ouvrier retraité, une mère couturière aux mains calleuses, et une sœur aînée déjà installée dans une vie normale à Lyon. Thomas avait renoncé à ses rêves les plus fous. Pas de projets extravagants à New York ou à Berlin, comme le voulaient ses camarades d'école. Non. Il avait choisi la France profonde, la stabilité bourgeoise, pour effacer le doute qui rongeait son enfance, celui d'être différent. Différent. Ce mot avait hanté Thomas depuis ses 16 ans. Quand il avait surpris son reflet dans le miroir d'une salle de bain enfumée. Après une fête clandestine où un garçon aux lèvres douces l'avait embrassé dans l'ombre d'un escalier de service. À l'époque, il avait fui. Le goût du tabac et du regret sur la langue. Mais Nicolas était arrivé comme une bourrasque. 3 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au Centre Pompidou. Nicolas, avec ses 25 ans effrontés, ses boucles châtaines qui dansaient comme des flammes, et ses yeux verts qui perçaient les masques. Artiste peintre, il vivait de commandes précaires et de nuits blanches dans un atelier surpeuplé du Marais, où les toiles s'entassaient comme des confessions inachevées. Leur première rencontre avait été un choc. Thomas, en costume impeccable pour une conférence sur l'urbanisme durable, avait trébuché sur une palette de couleurs renversées. Nicolas avait ri. Un rire franc et moqueur. Et tendu une main tachée de bleu cobalt. Tu construis des mondes en béton. Moi je les peins en chaos. On fait équipe? Depuis. Ils étaient inséparables. Dans l'ombre. Thomas rentrait tard de ses chantiers, prétextant des heures supplémentaires, pour se glisser dans l'appartement exigu de Nicolas, où l'air embaumait la térébenthine et les promesses chuchotées. Là, entre 2 baisers volés et des étreintes qui effaçaient les fatigues du jour, Thomas se sentait vivant. Nicolas le dessinait nu, sous la lumière tamisée d'une lampe à huile, capturant non pas son corps athlétique forgé par des années de levage de matériaux, mais l'âme tourmentée qui se cachait derrière ses sourires polis. Tu portes le poids du monde sur tes épaules. Mon amour, murmurait Nicolas en traçant du pinceau les cicatrices invisibles de Thomas. Mais avec moi, tu peux le lâcher. Pourtant, Thomas n'avait rien lâché. Au contraire, il avait serré les dents, enfoui son secret plus profond que les fondations de la maison qu'il érigeait. Chaque poutre posée était une prière muette. Si je leur offre cela, ils m'aimeront tel que je suis. Il imaginait les dîners familiaux autour de la table en chêne qu'il avait lui-même dessinée. Les rires de sa nièce dans le jardin. Sa mère cousant des rideaux aux fenêtres en ogive. C'était sa rédemption. Sa façon de négocier avec le destin. Car il savait, au fond de lui, que le jour viendrait où il devrait avouer. Et ce jour, il l'avait choisi pour l'inauguration de la maison, pensant que le geste ultime effacerait la trahison de son cœur.
La cérémonie avait commencé sous un ciel plombé, promettant la pluie. Les invités ou une poignée de voisins curieux. L'entrepreneur en chef et sa fiancée. Et bien sûr la famille au complet s'était rassemblée dans le salon aux murs peints en crème doux, meublé de pièces chinées dans les brocantes de Montreuil. Thomas, en chemise blanche impeccable et pantalon de lin gris, leva sa flûte de champagne avec un sourire forcé. À cette maison, symbole de nos racines et de notre avenir commun, toastait-il. La voix ferme malgré le nœud dans sa gorge. Son père, Henri, un colosse aux épaules voûtées par des décennies à l'usine Renault, hocha la tête avec fierté. Tu as fait honneur à ton nom, fiston. C'est du solide. Comme nous. Sa mère, Claire, essuya une larme discrète, serrant contre elle un châle tricoté main. Mon petit architecte. Tu nous as tous sauvés de cet appartement étriqué. La sœur, Élise, arriva en retard. Son mari et leur fille de 5 ans en remorque. Elle embrassa Thomas avec effusion, murmurant, c'est magnifique. Frangin. Tu vas enfin te poser. Trouver une bonne femme et fonder ta famille. Les mots la poignardèrent comme une écharde. Il rit jaune, prétextant un appel urgent pour s'éclipser dans la cuisine. Là, seul face au plan de travail en marbre, il composa le numéro de Nicolas. Viens, souffla-t-il dans le combiné. La voix brisée. J'ai besoin de toi. Ce soir, tout change. Nicolas. De l'autre bout du fil. Répondit d'un ton mi-inquiet, mi-excité, je suis là dans 20 minutes. Et souviens-toi, quoi qu'il arrive, on affronte la tempête ensemble. Lorsque Nicolas franchit le seuil, vêtu d'un pull ample en laine grise et d'un jean usé, l'atmosphère bascula subtilement. Il apportait une toile emballée sous le bras, un cadeau surprise pour l'occasion. Un portrait abstrait de la scène au crépuscule, où les reflets d'eau se mêlaient à des éclats de lumière comme des cœurs battants. Pour que cette maison respire l'art. Pas seulement la pierre, dit-il en la déballant. Ses yeux pétillants fixés sur Thomas. Les invités admirèrent poliment. Mais Henri fronça les sourcils. C'est moderne. Pas mal pour un artiste. Nicolas sourit, serrant la main de Thomas un peu trop longtemps. Un geste qui n'échappa à personne. Le dîner s'étira en conversations anodines, les potins du quartier. Les projets d'Élise pour son école de danse. Les souvenirs d'enfance où Thomas construisait des forts avec des boîtes de carton. L'alcool aidant. La tension se dissipa. Et Thomas sentit le moment approcher comme une vague inexorable. Il se leva, le verre tremblant dans sa main, et demanda le silence. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose qui a guidé chaque choix que j'ai fait pour cette maison. Pour nous. Les regards se tournèrent vers lui. Curieux. Attendri. Il inspira profondément. Je vous aime tous. Et c'est pour ça que j'ai bâti cela, pour être accepté. Pour être entier. Parce que je suis gay. Et Nicolas est l'homme que j'aime. Le silence qui suivit fut un abîme. Claire porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés. Élise cligna des paupières, comme si elle n'avait pas compris. Henri, lui, se figea, son visage virant au rouge sombre. Puis, l'explosion. Quoi? Hurla-t-il en bondissant de sa chaise, renversant son assiette de coque au vin. Tu te fous de nous? Après tout ce qu'on a sacrifié pour toi? Cette maison. C'était pour une famille. Pas pour. Pour ça. Nicolas tenta d'intervenir. La voix calme mais ferme, monsieur. Laissez-moi expliquer. Thomas vous a donné son cœur en ses murs. Il mérite. Mais Henri l'ignora.
se tournant vers Thomas comme un taureau enragé. Tu nous as trahis. Tout ça pour cacher ton vice? Sors d'ici. Dehors. Avec tes saletés. Les mots fusèrent comme des gifles, abomination. Honte. Malédiction. Claire pleurait en silence. Élise balbutiait des excuses confuses, protégeant sa fille des éclats de voix. Thomas, pétrifié, sentit les larmes monter. Il avait anticipé la douleur. Mais pas cette violence brute. Ce rejet viscéral. Nicolas l'attrapa par le bras, le tirant vers la porte. Viens. On s'en va. Il ne mérite pas ça. Dehors. La pluie s'était mise à tomber dru, transformant les pavés en miroirs noirs. Henri les poursuivit jusqu'au portail, jetant les clés de la maison aux pieds de Thomas. Prends-la. Si tu veux. Mais toi. Tu n'y remettras plus les pieds. T'es plus rien pour nous. Rien qu'une poubelle qu'on vide. Ils coururent sous l'averse, Nicolas serrant Thomas contre lui, leurs manteaux trempés collant à la peau. Ils s'engouffrèrent dans un café ouvert tard. Un bistrot anonyme au néon clignotant, où l'odeur de croque-monsieur et de café serré offrait un répit illusoire. Assis à une table poisseuse, Thomas s'effondra, les sanglots secouant son corps comme un séisme. J'ai tout donné. Pour rien. Il me voit comme de la merde. Nick. Près des poubelles. Comme tu disais toujours en rigolant. Nicolas. Les yeux rougis mais la voix ancrée. Prit son visage entre ses mains. Non. Mon amour. Tu as donné ton âme. Et ils l'ont piétinée. Mais regarde-moi, je suis là. Et cette maison? Elle n'était pas pour eux. Elle était pour toi. Pour te prouver que tu pouvais créer quelque chose de beau. Même dans la peur. Et maintenant, on va en créer une autre. Pour nous. Cette nuit-là. Blotti dans le lit étroit de l'atelier de Nicolas. Entouré de toiles inachevées et de l'odeur persistante de la pluie. Thomas murmura ses peurs les plus noires. Il parla de l'enfance à Nanterre, où son père le forçait à jouer au foot pour devenir un homme, ignorant les regards volés aux garçons du quartier. Il confia les nuits solitaires à l'école d'architecture, où il dessinait des plans de maisons idéales, des refuges contre le monde. Nicolas écoutait, traçant des cercles apaisants sur son dos nu. Tu sais, moi aussi j'ai fui. Ma famille à Marseille m'a renié quand j'ai dit que je préférais les garçons aux filles. Mais j'ai appris que l'amour vrai n'est pas une dette. C'est un feu qu'on allume ensemble. Ils firent l'amour lentement, avec une tendresse qui pansait les plaies. Leurs corps entrelacés comme les racines d'un arbre ancien sous la terre parisienne. Les jours suivants furent un brouillard de douleur. Thomas évitait les appels d'Élise, qui laissait des messages larmoyants, « Papa est furieux. Mais maman veut te voir. S'il te plaît, reviens. » Il erra dans les rues de Belleville, passant devant la maison comme un fantôme, observant les lumières s'allumer aux fenêtres qu'il avait conçues. Les ouvriers avaient laissé des outils oubliés dans le jardin, rouillés par la rosée. Un soir, il s'assit sur le trottoir d'en face. Et un voisin compatissant, un vieux libraire aux lunettes rondes, l'invita chez lui pour un thé. La famille. C'est pas toujours le sang. Fiston. C'est ceux qui te tendent la main quand tu tombes. Ces mots, simples, fissurèrent la coquille de Thomas. Il commença à esquisser de nouveaux plans, pas une villa familiale, mais un loft ouvert, baigné de lumière. Pour lui et Nicolas. Nicolas, de son côté, canalisait sa rage en art. Ses toiles devinrent plus sombres. Des explosions de rouge et de noir évoquant des cœurs brisés et des renaissances. Une galerie du Marais accepta d'exposer son travail. Et Thomas l'aida à monter l'accrochage.
transformant sa douleur en force. Lors du vernissage. Entouré d'amis de la communauté ou des drag queens hilarantes. Des activistes tatoués. Des couples enlacés sans peur, Thomas se sentit pour la première fois chez lui. Un journaliste d'un magazine queer. Le guépier. Interview Nicolas, cette série s'appelle Poubelle d'amour. C'est pour Thomas. Qui a été jeté comme un déchet. Mais qui s'est relevé plus beau. Thomas. Ému. Serra la main de son amant dans la foule. Un baiser furtif scellant leur pacte. Pourtant. Le conflit n'était pas clos. Un mois après l'inauguration. Henri surgit à l'improviste à l'atelier de Nicolas. Le visage buriné par l'insomnie. Je veux parler à mon fils. Thomas. Surpris en pleine esquisse. Le fit entrer à contre-cœur. La confrontation fut âpre, reproche. Larmes. Aveu. J'ai eu peur. Gamin. Peur que tu souffres comme ces histoires qu'on entend à la télé. Mais te perdre. C'est pire. Henri tendit une main tremblante. Et Thomas. Après un silence éternel. La serra. Pas de pardon total. Pas encore. Mais un pas. Claire suivit. Apportant un gâteau maison et des excuses balbutiantes. On t'aime. Thomas. Même si on est lent à comprendre. Le loft prit forme dans un quartier plus libre. Le canal Saint-Martin. Où les péniches glissaient comme des rêves paresseux. Thomas y intégra des éléments de la maison familiale ou une arche en pierre. Un vitrail chiné mais l'ouvrit à l'extérieur, une verrière donnant sur le canal. Des murs couverts de toiles de Nicolas. Leur vie devint un roman vivant, matin paresseux avec café et croissant. Soirée à danser salsa dans des bars underground. Voyage en train vers la Provence pour peindre et rêver. Thomas lança son propre cabinet d'architecture. Spécialisé dans des espaces inclusifs pour la communauté LGBTQ+. Des refuges contre l'exclusion. Un an plus tard. Lors d'une exposition commune au Louvre des Antiquaires. Thomas et Nicolas annoncèrent leur engagement. Pas de bague clinquante. Mais un anneau d'argent gravé d'une rose trémière. Symbole de résilience. La famille était là. Au complet, Henri maladroit mais présent. Claire rayonnante. Élise avec sa petite famille élargie. À la maison qu'on a tous construite, porta Thomas en toast. Les yeux brillants. Et dans ce moment, sous les lustres tamisés, il comprit, l'acceptation n'était pas un don qu'on mendie, mais un feu qu'on allume soi-même. Pierre par pierre. Baiser par baiser. Mais la vie, comme un roman français, n'est pas sans ombre. Quelques mois après, un scandale éclata, un collègue jaloux de Thomas diffusa des rumeurs sur son orientation, menaçant son contrat avec la mairie de Paris. Le doute revint. Acide. Nicolas. Accablé par une commande avortée. Sombra dans une déprime silencieuse. Peignant des toiles vides de couleurs. Et si on n'y arrive pas? Si le monde nous broie, murmura-t-il un soir. La tête sur l'épaule de Thomas. Celui-ci. Le cœur serré. Répondit, alors on se relève. Ensemble. Comme toujours. Le climax survint lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Sous une banderole arc-en-ciel flottant au vent. Thomas prit la parole. Sa voix amplifiée par un mégaphone, j'ai bâti une maison pour être accepté. Et on m'a jeté près des poubelles. Mais des poubelles naissent les jardins les plus beaux. L'amour n'est pas une dette. C'est une révolution. La foule rugit. Et Nicolas, au premier rang, pleura de fierté. Ce discours fit les gros titres. Et avec lui vint la rédemption, contrat affluèrent. Une fondation les contacta pour financer des ateliers d'art-thérapie. Leur histoire se clôt sur une note humaniste.
Un été provençal où ils louèrent une masse isolée près d'Avignon. Là, sous les oliviers centenaires, Thomas et Nicolas échangèrent des vœux au coucher du soleil. Entourés d'amis choisis comme famille. Henri, vieilli mais apaisé, leva son verre à mon fils, qui m'a appris à voir plus loin que mes peurs. Et Thomas, enfin libre, embrassa Nicolas sous les étoiles, sachant que les maisons vraies ne se construisent pas pour plaire, mais pour abriter l'âme. Les mois qui suivirent l'engagement furent un tourbillon de joie domestique et de tempêtes intimes. Comme si leur amour, fraîchement légitimé, testait ses fondations. Thomas, désormais à la tête de son cabinet de refuge urbain, passait ses journées à croquer des plans pour des centres communautaires, des espaces modulables où les jeunes queers pouvaient se réfugier. Loin des jugements familiaux ou sociétaux. Son bureau. Un ancien entrepôt rénové près du canal. Bourdonné d'énergie, assistant tatoué. Stagiaire passionné. Et Nicolas qui squattait souvent un coin pour esquisser des fresques murales. Ton chaos colore mes lignes droites, plaisantait Thomas en l'embrassant sur la tempe, ignorant les regards complices de l'équipe. Mais sous cette effervescence, des fissures apparaissaient. Nicolas, dont les expositions gagnaient en notoriété, luttait avec l'imposteur syndrome. Une critique acerbe dans le monde d'un talent brut. Mais noyé dans le sentimentalisme queer le plongea dans une spirale. Il se replia, peignant jusqu'à l'aube des toiles sombres où des silhouettes enlacées se dissolvaient en ombre. Thomas rentrait épuisé de ses chantiers, trouvant son amant prostré. Une bouteille de vin à moitié vide sur la table. C'est pas toi qu'ils jugent. C'est leur peur, arguait Thomas. Mais ces mots sonnaient creux. Écho de ceux qu'il s'était dit à lui-même un an plus tôt. La trahison vint de là où on l'attend le moins, Élise. Sa sœur, qu'il croyait alliée, avait commencé à distancer sa nièce des fêtes gays de l'oncle Thomas, prétextant des microbes imaginaires. Puis, un appel larmoyant, frangin. J'ai besoin d'argent. Le studio de danse coule. Et je sais que tu as réussi. Thomas, généreux par habitude, transféra une somme ronde sans sourciller. Mais des semaines plus tard, il apprit par un ami commun qu'Élise avait utilisé l'argent pour un voyage à Bali avec son mari, postant des selfies idylliques sur Instagram. La nouvelle le frappa comme un coup de poignard, pas pour l'argent, mais pour la duplicité. Elle nous voit toujours comme des monstres à exploiter, confia-t-il à Nicolas lors d'une promenade le long de la Seine. Les feuilles d'automne craquant sous leurs pas. Nicolas, encore fragile, réagit avec une rage contenue. Appelle-la. Mets les choses au clair. On n'est pas des distributeurs automatiques pour les hétéros repentants. Thomas hésita. Mais le soir même, composa le numéro. La conversation fut un chant de mine, Élise pleura. Accusa Thomas de ne pas comprendre les vrais problèmes familiaux. Puis lâcha la bombe. Papa est malade. Tu sais? Cancer du poumon. Il fume encore? Le con. Et il refuse de te voir. Dis que c'est ta faute si la famille est brisée. Le téléphone glissa des mains de Thomas, le monde basculant en un vertige. Henri. Le roc inébranlable. Rongé de l'intérieur. Et lui? Banni de ce lit d'hôpital comme il l'avait été de la maison. Il se rua à Nanterre le lendemain, ignorant les textos inquiets de Nicolas. L'hôpital public, avec ses couloirs aseptisés et ses chaises en plastique craquelées, puait le désinfectant et le regret. Claire l'accueillit dans la chambre, les traits tirés, un chapelet entre les doigts. Il dort? Mais il t'a demandé. Cette nuit. Henri, amaigri sous les draps blancs, ouvrit un œil vitreux. Fiston. T'es venu. Pas d'excuses grandiloquentes. Juste un silence chargé.
Rompu par un tout sautement rauque. J'ai merdé. Peur de l'inconnu. Comme un vieil idiot. Mais cette maison. Elle est à toi. Maintenant. Vis avec ton. Avec Nicolas. Et pardonne-moi. Si tu peux. Thomas. Les larmes coulant librement. Serra la main calleuse de son père. C'est déjà fait. Papa. On reconstruit. Tous. Ce pardon fragile raviva leur flamme. Nicolas organisa une retraite improvisée à Giverny. Inspiré par Monet. Pour peindre leur futur. Là. Sous les nénuphars miroitants. Ils redécouvrirent la tendresse des débuts, pique-nique au bord de l'eau. Baignade nue au crépuscule. Et des nuits où leur corps se racontait des histoires muettes. Nicolas peignit Thomas endormi sur l'herbe. Un portrait intitulé Le jardinier de rêve. Exposé plus tard à la Biennale de Venise. Où il remporta un prix mineur mais symbolique. Thomas. En retour. Conçut un pavillon éphémère pour l'événement, une structure en verre et acier évoquant une serre protectrice. Où les visiteurs laissaient des messages d'amour anonymes. Pourtant. Le drame familial n'était pas achevé. Élise. Rongée par la culpabilité. Avoua son détournement d'argent lors d'une visite à l'hôpital. Henri. Dans un sursaut de lucidité. La confronta, t'as trahi ton frère. Comme j'ai trahi le mien. Répare ça. Elle remboursera en installement. Mais le mal était fait, la confiance familiale. Déjà ébréchée. Se fissura davantage. Thomas. Pragmatique. Imposa des limites, on avance. Élise. Mais sans mensonge. Ma vie avec Nicolas n'est pas un accident à tolérer, c'est mon choix. Ma joie. L'hiver 2024 apporta une accalmie. Puis une nouvelle tourmente. Nicolas fut approché par un galeriste véreux promettant une exposition solo à New York Le rêve américain. Clin d'œil ironique à la qualité US que Thomas admirait secrètement dans les films de Capra ou les romans de Fitzgerald. C'est notre chance, s'enthousiasma Nicolas. Les yeux brillants. Mais le contrat cachait une clause empoisonnée, une avance généreuse contre l'exclusivité. Forçant Nicolas à abandonner ses thèmes queer pour des abstractions neutres. Thomas. Flairant le piège. L'avertit, ne vends pas ton âme pour un billet d'avion. La dispute qui suivit fut violente. Mots acérés comme des outils mal aiguisés. Toi. Avec tes maisons solides. Tu comprends rien au risque de l'art, cria Nicolas. Claquant la porte de leur loft. Thomas ira seul ce soir-là. Remontant le canal jusqu'à la place de la Bastille. Où une fête clandestine battait son plein. La musique techno pulsait. Corps en sueur dansant sous des lumières stroboscopiques. Il but trop. Dansa avec un inconnu aux lèvres ourlées. Cherchant l'oubli dans un baiser anonyme. Mais au matin. Rongé par la culpabilité. Il rentra. Trouva Nicolas effondré sur le sol. Entouré d'ébauches déchirées. Je t'ai attendu toute la nuit. T'es parti où? La réconciliation fut âpre. Confession nue, j'ai eu peur de te perdre dans les lumières de Manhattan. Peur que ton art nous sépare. Nicolas. Brisé. Avoua, moi aussi. Cette offre. C'était une tentation pour prouver que je valais quelque chose sans toi. Mais je suis rien sans notre chaos partagé. Ils refusèrent le contrat. Optant pour une collaboration franco-américaine, une expo itinérante entre Paris et Brooklyn. Mêlant architecture et peinture. Le vernissage à Brooklyn fut un triomphe modeste, critique bienveillante. Cocktail au rooftop avec vue sur Manhattan. Thomas. Émerveillé par les gratte-ciel art déco. Murmura, c'est ça. L'Amérique que j'aimais dans les livres, audacieuse. Imparfaite? Pleine de cœurs brisés qui se recollent. Nicolas rit. L'embrassant sous les néons, et la France. C'est nous, élégante.
Tourmenté. Éternel. De retour à Paris. Henri s'éteignit paisiblement au printemps. Entouré de sa famille recomposée. Son testament légua la maison de Belleville à Thomas. Avec une lettre manuscrite, bâtis ton bonheur. Fiston. Et dit à Nicolas que ces tableaux m'ont fait voir la beauté dans le désordre. Les funérailles. Sous un cerisier en fleurs. Furent un mélange de deuil et de célébration, Élise dansa une valse lente avec Thomas. Claire tricota un châle arc-en-ciel pour la petite nièce. Nicolas peignit un portrait posthume d'Henri. Non pas en ouvrier austère, mais en jardinier contemplant ses roses. Exposé dans la maison transformée en atelier communautaire. Leur amour, forgé dans le feu des rejets, s'épanouit en une maturité douce amère. Thomas et Nicolas adoptèrent un chat errant trouvé près des poubelles où ironie du sort baptisé Révolte. Ils voyageaient plus. De la Côte d'Azur au vignoble bordelais. Collectionnant des souvenirs comme des briques pour une vie plus vaste. Une nuit d'orage. Lové dans le loft. Thomas confia, j'ai construit pour être accepté. Et j'ai été jeté. Mais toi. Tu m'as relevé. C'est ça. La vraie maison. Nicolas. Les doigts entrelacés aux siens. Répondit, et on la peindra ensemble. Jusqu'au dernier coup de pinceau. L'été 2025 s'annonçait clément. Avec ses ciels azurés qui lavaient les cicatrices de l'hiver. Thomas et Nicolas. Désormais trentenaires accomplis. Avaient transformé la maison de Belleville en un hub créatif, rez-de-chaussée ouvert aux ateliers d'art-thérapie pour jeunes LGBTQ+ en détresse. Étage dédié à leurs projets communs. Les murs, autrefois austères, vibraient de couleurs fresques de Nicolas représentant des amours défendus sous les ponts parisiens. Et esquisses architecturales de Thomas pour des maisons flottantes sur la Seine. Des barges modulables pour les sans-abri. C'est notre legs, disait Thomas lors des visites guidées. Sa voix résonnant avec une assurance nouvelle. De la poubelle à la cathédrale. Mais la vie, fidèle à son penchant dramatique, réservait encore des rebondissements. Une commande majeure tomba, la rénovation du quartier des Halles. Un projet pharaonique impliquant la préservation des vestiges médiévaux tout en intégrant des espaces inclusifs. Thomas fut sélectionné parmi des dizaines d'architectes. Un honneur qui le propulsa sous les feux des projecteurs. Interview dans Libération. Panel à la Biennale d'architecture. Et même une TEDx Talk où il raconta son coming out comme le blueprint d'une vie reconstruite. Nicolas. Fière maison bragée. Le taquina, bientôt. Tu auras un Oscar pour l'amour en béton au point. Pourtant. Derrière le rire. Une jalousie sournoise germait non pas envers Thomas. Mais envers cette gloire qui l'éloignait de leur intimité. Le conflit éclata lors d'une soirée networking au palais de Tokyo. Thomas. En smoking taillé sur mesure. Charmait un mécène américain. Un magnate de la tech originaire de San Francisco qui voyait en lui l'avenir queer de l'urbanisme. Nicolas. Relégué au rôle des accompagnateurs. Sirotait un whisky amer en observant de loin. Quand le mécène posa une main familière sur l'épaule de Thomas. Riant à une blague sur les lois anti-drague en Floride. Quelque chose céda en lui. Il s'approcha. Le sourire figé, excusez-moi. Mais mon fiancé a des idées plus pressantes à discuter. En privé. Le ton était glacial, Thomas. Sentant le malaise. Écourta la conversation. De retour au loft. L'orage éclata. Qu'est-ce qui t'arrive? Nick? C'était juste du boulot, lança Thomas. Jetant ses clés sur la console. Nicolas. Les poings serrés. Explosa, du boulot? Ce type te bouffe des yeux. Et toi tu minaudes comme une midinette. Tu m'oublies. Thomas. Ton empire grandit. Et moi je suis le décor. Les mots blessèrent profondément. Révélant les insécurités enfouies. Thomas. Blessé. Riposta, et toi?
tes expos te rendent distant. Tes muses imaginaires te font douter de nous. On est censé être une équipe. Pas des rivaux. La dispute s'envenima. Objet volant, un vase brisé symbolisant leur fragilité. Jusqu'à ce que Nicolas s'effondre en larmes, j'ai peur. Mon amour. Peur que le succès te prenne à moi. Comme la famille t'a pris à toi-même. Ils passèrent la nuit séparés. Thomas sur le canapé. Nicolas dans la chambre. Au matin. Un café partagé, c'est là la trêve. On voit un thérapeute, proposa Thomas. Pragmatique. Pas pour réparer. Mais pour fortifier. Ils consultèrent une psychologue spécialisée. Une femme aux cheveux courts et au regard perçant. Qui les guida à travers les labyrinthes de leur trauma. Séances hebdomadaires devinrent rituels, confession sur l'enfance au Nicolas battu par un oncle homophobe à Marseille. Peur d'abandon. Et joie partagée. L'amour romantique est un jardin, leur dit-elle. Il faut l'arroser. Le tailler. Sans craindre les épines. Cette introspection coïncida avec une crise plus large. La communauté queer parisienne bouillonnait, une loi réactionnaire menaçait de restreindre les thérapies d'affirmation de genre. Et des agressions homophobes fleurissaient dans les banlieues. Thomas. Mobilisé. Intégra le projet à l'un mur des voix, une installation interactive où les victimes pouvaient enregistrer leurs témoignages. Diffusé en boucle pour sensibiliser. Nicolas contribua avec des portraits sonores aux toiles équipées de haut-parleurs murmurant des histoires d'amour résilientes. Leur duo fit sensation. Mais attira les trolls, messages haineux sur les réseaux. Thomas le traître vend son cul pour des subventions. Nicolas le clown peint des mensonges roses. La trahison personnelle frappa alors, le mécène américain. Et conduit. Diffusa une rumeur infâme, Thomas aurait séduit un jeune stagiaire pour décrocher le contrat Hall. La calomnie se propagea comme une traînée de poudre. Menaçant le projet. Thomas. Blême. Confronta l'homme par visio, vous salissez mon nom pour un égo froissé? C'est pathétique. Mais le mal était fait, la presse people s'empara du scandale. Et même Élise. En pleine rédemption. Douta publiquement sur Facebook, je connais mon frère. Mais. Est-ce vrai? Nicolas. Fidèle. Prit la défense publique, une toile géante exposée place de la République. Le baiser accusé. Montrant Thomas nu et vulnérable. Couronné d'épines de rumeurs. L'œuvre devint virale. Symbole de résistance. Lors d'une conférence de presse improvisée. Thomas parla d'une voix chevrotante, j'ai été jeté près des poubelles une fois. Je ne laisserai pas des mensonges me ramener là. Le mécène s'excusa platement. Le projet fut sauvé. Et leur couple, renforcé, émergea plus uni. L'automne apporta une douceur inattendue. Claire, veuve sereine, s'installa dans un appartement proche, apprenant à tricoter des écharpes arc-en-ciel pour les manifestations. Elle et Nicolas nouèrent un lien tendre, elle posait pour ses portraits. Lui l'aidait à naviguer Tinder pour trouver un gentil veuf. Élise, repentante, offrit de co-animer un atelier à Belleville, enseignant la danse comme thérapie aux jeunes en crise. La famille, recomposée, dîna un soir dans le jardin de la maison, rire timide. Toast à Henri. Et une danse collective sous les guirlandes lumineuses. Thomas et Nicolas, dans l'intimité, explorèrent de nouvelles facettes de leur romance. Un voyage à San Francisco, clin d'œil au mécène vaincu, les plongea dans le Castro. Quartier gay iconique. Ils marchèrent main dans la main le long de la 18th Street. Visitèrent le musée GLBT History. Et dans un bar à cocktail. Nicolas murmura, ici. On est normaux. Mais à Paris. On est des pionniers. Thomas. Ému. Répondit, normaux? Non. Extraordinaire. Parce qu'on a choisi l'amour contre vent et marée. De retour, ils lancèrent un podcast.
Briques et couleurs. Où ils interviewaient des couples queer, survivants de l'AIDS. Militants trans. Artistes exilés. Les épisodes. Diffusés depuis le loft. Devint un refuge numérique. Touchant des milliers. Une auditrice. Une ado de province. Écrivit, votre histoire m'a donné le courage de coming out. Merci de transformer les poubelles en jardin. Pourtant. La santé de Nicolas Vassilla, une crise d'anxiété sévère. Héritage des rejets passés. Le cloua au lit pendant des semaines. Thomas. Veillant à son chevet. Lut à voix haute des romans de Proust à la recherche du temps perdu. Ironiquement et dessina des plans de maison intérieure. Une métaphore pour guérir l'âme. La guérison fut lente. Ponctuée de rechutes. Mais leur tendresse. Patiente. Triompha. Tu es ma fondation, souffla Nicolas un matin. Les doigts dans les cheveux de Thomas. Le climax de l'année fut l'inauguration du mur des voix au hall. Sous une pluie fine écho de sel fatidique. Thomas coupa le ruban. Nicolas à ses côtés. Les témoignages défilèrent, voix brisées. Rire triomphant. Pour tous se jeter près des poubelles, conclut Thomas. La voix émue. La foule applaudit. Et dans ce cœur, il entendit l'écho de sa propre renaissance. Entrant dans l'hiver 2025. Thomas et Nicolas sentirent le poids des ans s'alléger. Comme si leur lutte collective avait poli les arêtes vives de leur union. Le podcast Briques et couleurs d'exploser en popularité. Sponsorisé par une marque de thé bio inclusive. Leur permettant de voyager pour des lives, Lyon, Marseille. Même un détour à Berlin pour un festival queer. À chaque épisode. Ils invitaient des voix oubliées à un pêcheur gay de Bretagne. Une professeure lesbienne blacklistée. Tissant un tapis de récits qui humanisait l'abstraction des droits. Thomas. Micro en main. Modéré avec une empathie forgée au creuset familial, Nicolas. Pinceau en réserve. Illustrait les histoires en direct. Projetant des esquisses numériques sur un écran improvisé. Mais sous cette ascension. Une trahison inattendue mina leur base. Leur manager pour le podcast. Un jeune ambitieux nommé Léo rencontré lors d'une expo. Fut démasqué comme un infiltré d'un groupe conservateur en ligne. Il avait enregistré des conversations privées. Distordant les mots de Thomas sur son coming out pour un thread viral, l'architecte star avoue manipuler sa famille pour la gloire. Le scandale éclata le jour de Noël. Alors qu'il dînait chez Claire, téléphone vibrant. Notifications incendiaires. Élise. Présente avec sa famille. Pali, c'est encore toi. Thomas? Toujours au centre du chaos? Les mots? Lancés sans malice mais avec fatigue. Ravivèrent l'ancienne blessure. Nicolas. Protecteur. Défendit Thomas avec fureur, c'est pas lui le problème. C'est le monde qui nous chasse. Il quitta la table. Claquant la porte. Laissant Thomas affronter seul les regards. Claire. Intuitive. Serra son fils, ton père aurait dit, laisse pas les rats te ronger les fondations au point. Mais le mal était fait, Léo. Confronté. Avoua avoir été payé pour exposer les hypocrisies gays. Thomas porta plainte. Mais la réputation en prit un coup, annulation d'interview. Sponsors hésitants. Pire. Nicolas. Hanté par les échos de son propre passé. Sombra dans une paranoïa, et si tous nous trahissent? Si notre amour est juste un leurre médiatique? La crise culmina lors d'un live à Marseille. Ville natale de Nicolas. Devant une salle comble. Un éclair à un ancien ami d'enfance hurla, t'es un traître à ta race. Nicolas. Peindre des PD au lieu de vraies histoires françaises. La foule siffla. Mais Nicolas blêmit. Micro tremblant. Thomas intervint. Éteignant le micro de l'intrus, les vraies histoires sont celles d'amour. Pas de haine. Et la nôtre en est une.
Plus tard. Dans leur chambre d'hôtel surplombant le vieux port. Nicolas craqua, je peux plus. Thomas. Cette ville me dévore. Rentrons. Ou je vais exploser. Ils annulèrent le reste de la tournée. Volant vers Paris sous un ciel orageux. Le retour fut un temps de repli. Ils fermèrent le podcast temporairement. Se recentrant sur l'essentiel, la maison de Belleville. Transformée en sanctuaire. Thomas reprit ses plans pour les barges sur la Seine. Des refuges flottants pour migrants queer fuyant l'homophobie d'Europe de l'Est. Nicolas. Dans l'atelier. Peignit une série cathartique, traîtrise intime. Des toiles où des silhouettes enlacées étaient percées de flèches numériques. Symbole des cyberattaques. Une de ses œuvres. Vendue aux enchères. Rapporta assez pour financer les premières barges à un cercle vertueux né de la douleur. Claire. Pilier discret. Organisa une veillée familiale, pas de cadeaux clinquants. Mais des lettres manuscrites. La sienne à Thomas, tu as guéri ton père. Et moi avec. Ne doute pas de ton chemin. Élise. En pleine thérapie. Avoua ses propres luttes, j'ai été jalouse de ta liberté. Frangin. Toi. Tu as osé, moi. Je me cache derrière la normalité. Le pardon circula comme un vin doux, aérant les rancunes. Le printemps 2026 apporta un renouveau romantique. Pour leur anniversaire de fiançailles. Nicolas surprit Thomas avec un voyage en Italie, Toscane. Où les cyprès veillent sur des vignes éternelles. Ils louèrent une villa perchée sur une colline près de Sienne. Avec vue sur des champs ondulants. Là. Loin des buzz médiatiques. Ils redécouvrirent le corps l'un de l'autre, promenade nue dans les oliveraies. Dîner aux chandelles où le Chianti délia les langues. Rappelle-toi notre premier baiser. Au Pompidou, murmura Nicolas. Traçant du doigt la cicatrice sur l'épaule de Thomas. Souvenir d'un échafaudage mal fixé. C'était du chaos pur. Et regarde-nous, un chef-d'œuvre inachevé. Thomas. Ému. Confia un secret, j'ai toujours rêvé d'une maison ici. En pierre ocre. Avec un atelier pour toi et un bureau pour moi. Pas pour fuir. Mais pour ancrer notre amour en Europe. Nicolas rit. Les yeux pétillants, construis-la. Alors. Et peins-la avec moi. De retour à Paris. Ils esquissèrent les plans, une casa à mort. Hybride franco-italien. Financé par une crowdfund queer qui leva des fonds en un clin d'œil. Mais le destin. Capricieux. Testa encore leur lien. Lors d'une visite médicale de routine. Nicolas apprit une anomalie cardiaque, rien de fatal. Mais nécessitant une opération. C'est le stress accumulé, diagnostiqua le médecin. Un homme bienveillant aux lunettes cerclées. Thomas. Paniqué. Annula tout pour veiller, lecture de poèmes de Verlaine. Massage aux huiles essentielles. Et des promesses chuchotées, ton cœur bat pour nous deux. Je le protège. L'opération. Un succès. Marqua un tournant, Nicolas. Convalescent. Écrivit un manifeste artistique. Le cœur trahi. Plaidant pour une thérapie holistique dans les arts. Thomas l'intégra à ses projets. Concevant des cliniques cœur-esprit où architecture et peinture soignaient l'âme. La communauté. Touchée par leur vulnérabilité partagée. Se mobilisa. Une pétition sauva le podcast. Rebaptisé Traîtrise et Triomphe. Avec des épisodes sur la santé mentale queer. Léo. Le traître. Fit amende honorable publique. Rejoignant même un groupe d'alliés hétéros. Élise lança un fonds pour les familles divisées. Inspirées par leur histoire. L'été les trouva en Toscane. Bravant la chaleur pour poser la première pierre de la casa à mort. Thomas. Pioche en main. Creusa le sol avec une joie enfantine, Nicolas. Pinceau à la main.
traça un arc-en-ciel sur le chantier. C'est notre coming out éternel, dit Thomas. Poussière sur le front. Nicolas, l'embrassant, répondit, et notre maison contre les poubelles du monde. Leur romance, mature, s'enrichit de silence complice et de passion ravivée. Une nuit étoilée. Sous un olivier centenaire. Ils firent l'amour sur une couverture piquante. Riant des moustiques et des souvenirs. Tu es mon Amérique. Nick, vaste. Imprévisible. Pleine de rêves. Et toi mon Paris, élégant. Profond. Indestructible. À l'aube de 2027. Thomas et Nicolas incarnaient une renaissance collective. Leur histoire tissée dans le tissu de Paris comme une veine arc-en-ciel sur la carte haussmannienne. La Casa Amor. Achevée en un été fiévreux. Devint leur havre, mur en pierre sèche baigné de lumière toscan. Un atelier vitré où Nicolas peignait des fresques inspirées des amants de Pompéi. Et un bureau terrasse pour Thomas. Surplombant des vignes qui ondulaient comme des vagues de Chianti. Ils y passaient les week-ends. Fuyant la frénésie parisienne. Cultivant un potager bio où les tomates juteuses symbolisaient leurs efforts, arrosés de patience. Protégés des gelées du doute. De retour en France. Leur carrière fusionnèrent en un projet ambitieux, Village Arc-en-Ciel. Un réseau de micro-habitats éco-responsables dans les campagnes dépeuplées aux Bretagne. Auvergne. Provence. Des maisons modulaires. Conçues par Thomas avec des matériaux recyclés. Abritant des artistes et activistes queer chassés des villes. Nicolas y ajoutait des galeries ouvertes. Où les résidents exposaient leurs traumas transmutés en art. Le premier village. En Normandie près d'Étretat. Ouvrit sous un ciel de falaises blanches. Accueillant une vingtaine de âmes, un couple trans de Rouen. Une sculptrice roumaine exilée. Un musicien serbe aux chansons poignantes. C'est plus qu'un toit, déclara Thomas lors de l'inauguration. Vent salé fouettant ses cheveux. C'est un manifeste, l'amour reconstruit les ruines. Nicolas. À ses côtés. Dévoila une installation centrale, une sculpture de ferraille aux vieilles poubelles tordues en forme de cœur géant. Baptisée Rejet et Renaissance. Les médias s'emparèrent du symbole. Libé titrant des ordures aux étoiles, le gai parisien qui réinvente la France rurale. Mais la gloire attira les ombres, un politicien d'extrême droite. Flairant un filon électoral. Accusa le projet de ghettoisation perverse des campagnes. Menace de coupe budgétaire. Pétition haineuse en ligne. Thomas. Habitué. Riposta dans une ouette du Figaro, nous ne ghettoisons pas, nous guérissons. Et la France profonde mérite mieux que la peur. La trahison finale. Intime et poignante. Vint d'un allié inattendu, un mécène du village. Un veuf anglais nommé Arthur. Qui s'était lié d'amitié avec Nicolas lors d'un atelier. Charismatique. Cultivé. Il offrait des conseils avisés sur les marchés d'art internationaux. Mais un soir, après un dîner arrosé au village, Arthur confessa son crush, tu es une muse vivante. Nicolas. Thomas est brillant. Mais moi. Je t'offrirai le monde sans chaîne. Nicolas. Flatter mes fidèles. Repoussa gentiment, mon monde et lui. L'incident. Mal interprété par un résident bavard. Dégénéra en rumeur, Nicolas trompe Thomas avec l'anglais. Le village. Censé être sanctuaire. Bruissa de chuchotement. Thomas. Apprenant la nouvelle par un appel paniqué d'un assistant. Sentit le sol se dérober. Il quitta Paris en trombe. Roulant à travers la nuit normande. Tempête intérieure plus violente que celle qui fouettait les falaises. Arrivé au village. Il trouva Nicolas dans l'atelier. Pinceau en suspens devant une toile vierge. C'est vrai, demanda-t-il. Voix brisée. Nicolas. Pâle. Jura son innocence, un malentendu. Mon amour. Arthur a forcé ma main.
Mais mon cœur est à toi. Toujours. La confrontation fut un ouragan, larmes. Accusation. Puis un silence où Thomas avoua, j'ai peur. Nick. Peur que l'usure nous ronge. Que nos succès nous séparent comme des continents à la dérive. Arthur. Confronté le lendemain. S'excusa profusely. Offrant de financer une extension du village en réparation. Mais la blessure persista. Forçant un temps de solitude. Thomas rentra à Paris seul. Dormant dans le loft vide. Entouré des échos de leur rire passé. Il erra dans Belleville. S'arrêtant devant les poubelles où tout avait commencé au nom pour ruminer. Mais pour ancrer, c'était là que j'ai touché le fond. Et remonté. Nicolas. Respectant l'espace. Envoya des lettres manuscrites depuis le village, poèmes inspirés de Rimbaud. Esquisses de leur futur. Le cœur traître est humain. Mais l'amour fidèle est divin. La réconciliation survint lors d'une retraite imposée au village, une semaine de silence créatif. Guidés par un moine bouddhiste queer. Ils méditèrent face à la mer. Mains jointes sans mots. Laissant les vagues emporter les doutes. Une nuit. Sous les étoiles d'Étretat. Nicolas murmura, je t'ai blessé par mon silence initial. J'aurais dû te dire tout de suite. Thomas. Les yeux humides. Répondit, et moi. J'aurais dû faire confiance à notre histoire. On est plus fort que les rumeurs. Leur étreinte. Sur le sable froid. Fut une renaissance physique et spirituelle. Corps et âme se réalignant comme des plans bien ajustés. Le village prospéra. Devenant modèle national, visite ministérielle. Documentaire Netflix en gestation. Claire. Fière grand-mère d'esprit. Tricota des écharpes pour les résidents, Élise anima des ateliers de danse. Sa fille apprenant des pas arc-en-ciel. La famille élargie, amis. Amour choisi forma un cercle protecteur. Prouvant que le sang n'est pas tout. Le climax émotionnel arriva à l'automne, une expo rétrospective au Grand Palais. De poubelle à palais. Retraçant leur parcours. Toile de Nicolas côte à côte avec maquette de Thomas. Narrant le coming out. Les trahisons. Les triomphes. Lors du discours d'ouverture. Thomas. Main dans celle de Nicolas. Déclara, j'ai construit pour être accepté. Et on m'a jeté. Mais des ordures naît la fertilisation. Aujourd'hui. Nous bâtissons non pour plaire. Mais pour embrasser l'amour. L'art. L'humanité. La foule. Diverse et vibrante. Ovationna. Parmi eux. Un jeune homme timide s'approcha après, votre histoire m'a sauvé. J'ai coming out hier. Thomas. Ému. L'embrassa sur les joues, bienvenue chez toi. Leur conclusion fut humaniste. Ouverte comme un horizon toscan. Mariés civilement dans la Casa Amor. Entourés de 50 âmes choisies. Ils échangèrent des vœux simples, dans le chaos et la pierre. Je te choisis. Pas de lune de miel extravagante. Mais une vie tissée de projets à un nouveau village en Provence. Un livre coécrit. Maison du cœur. Âgés. Ils imaginent des petits-enfants d'esprit. Léguant des legs d'amour. Et si la fin est BKCH? C'est dans la beauté, Thomas. Un soir de pluie parisienne. Regarde Nicolas peindre. Et pense, on a été jeté près des poubelles. Mais on a fleuri un jardin éternel. L'amour, romantique et humain, n'est pas une maison figée, mais un chantier vivant pierre par pierre. Baiser par baiser. Jusqu'au dernier souffle.